retrouver à 5 à pitcher sur la même levée de fonds dont tu avais très envie et tu gagnais une fois sur 5. Comment on fait pour se différencier et comment on fait pour trouver un champ de bataille qui est le nôtre? C'est quoi le marché secondaire en private equity et en venture capital C'est juste de revendre à part à toi dans la société de manière bilatérale ou alors de manière coordonnée avec d'autres investisseurs. L'idée, c'est d'en faire un marché spécifique, une troisième voie, en dehors des IPO, en dehors du M&A, pour pouvoir rendre liquide des morceaux de portefeuille et ces bouts de performance latentes et les transformer en performance réelle, encaisser du cash. Not so liquid. Not so liquid. À l'origine, c'était une vanne d'un investisseur qui se moquait un peu de nous et qui nous disait « good luck guys, because this is not so liquid ». C'est là où vous faites votre pivot, où vous dites en fait il faut mettre de l'humain à fond et il faut faire une banque d'affaires spécialisée dans le secondaire. Exactement. Première opération, on l'a un peu enlevé du site web, on n'en parle plus trop, c'était sur Hopin. À l'époque, c'était la licorne la plus rapide de l'histoire. Ah bon? Et on a oublié. Hein. Et ensuite, on a enchaîné, on a fait un secondaire sur Ledger après la série C. D'accord. On a fait notre première transaction sur Revolut fin 2021. Airbnb, ils ont failli rater leur IPO à cause de ça en fait. Il y a des gros fonds qui sont en train de se lever sur la thématique du secondaire, au sens large. Ardian, ils ont levé un des plus gros fonds ever, un secondaire pas secondaire. De quel montant? 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars dédiés au secondaire. Dédiés au secondaire. Moi, j'investirai jamais dans une société où j'ai pas d'infos. David, super content de te recevoir dans cet épisode d'Equity Conversation. Ça fait longtemps que je voulais qu'on ait cette discussion et toutes les discussions qu'on a eues ensemble sur une thématique qui m'intéresse particulièrement et qui, à mon avis, intéressera beaucoup les gens qui nous écoutent, qui est le secondaire dans le private equity, en particulier dans le venture capital. Tu en es le spécialiste en France et tu vas te déployer dans le monde. Alors, je disclose un peu toute la discussion qu'on va avoir, mais ça sera globalement la grande thématique de ce podcast. Et on discutait, du coup, tu me disais que tu avais écouté notre précédent épisode, l'épisode 9, avec Jean de la Roche-Brochard. Et du coup, ça tombe bien puisque tu nous parlais un peu de ton parcours et comment tu l'avais rencontré. Tu nous disais que tu l'avais rencontré à The Family, c'est ça? Exactement, je l'ai connu à The Family à une époque où je faisais partie un peu de la galaxie. Enfin, déjà, merci de m'inviter. Je suis très content d'être là et je vois que tu es très ambitieux pour moi. Conquérir le monde, c'est une bonne trajectoire. Et donc, oui, Jean, je l'ai croisé pour la première fois en 2017, à l'époque à The Family. Ça paraît bizarre aujourd'hui parce qu'ils ont eu tout un marasme et des grosses difficultés. Mais il y a une époque dorée prospère. Enfin, en 2016, Macron venait faire un talk dans le cadre de sa campagne à The Family en tant que... non, je crois qu'il était encore ministre de l'économie quand il était venu. Ouais, je pense. Et il y avait Sam Altman, qui était à l'époque le patron du Y Combinator, qui quand il passait à Paris, il allait à The Family, il faisait des talks, il rencontrait les gens. C'était vraiment l'épicentre de la tech. C'était le Y Combinator français globalement. C'était le Y Combinator français, c'était très stylé. Il y avait déjà des problèmes à l'époque, des problèmes financiers, opérationnels, mais rien à voir avec ce qui s'est passé ensuite en 2020, la grande 2021. Débâcle à ciel ouvert devant tout le monde. Ouais. Exactement, ouais. Donc, le Covid n'a pas bien réussi à Oussama, qui a un peu, on va dire, pété un câble. Il a officiellement tapé dans la caisse, il a été condamné pour. Et donc c'est terminé, c'est dommage, c'était une très belle chose. Moi, j'ai sous-loué des bureaux à l'époque pour ma première boîte qui s'appelle Leven. Nous, on était des leveurs de fonds avec mon ancien associé Greg. Et on faisait ça un peu dans la galaxie The Family et un peu au-delà. Donc on faisait des levées de seed, c'est ta première aventure entrepreneuriale, cette boîte Leven où tu faisais c'est ma première l'accompagnement à la levée de fonds? Exactement, okay. C'est ma première boîte en 2017. Avant ça, j'avais été investisseur en private equity et en VC. J'avais aussi fait un stage en banque. Tu bossais où du coup en tant qu'investisseur? J'ai commencé chez Apax. Okay. C'est un fonds qui s'appelle 7-2 maintenant. Ils ont un fonds growth qui investit dans des boîtes de tech, mais pas des startups, des boîtes de tech qui gagnent de l'argent, qui sont rentables, des choses comme ça. Donc, du cap dev. Du cap dev, exactement. C'est exactement ça. Et ensuite, j'ai travaillé pour un family office qui s'appelle SGPA, un family office très centré B2B, le fonds de la famille Guisset, qui investit dans des startups B2B. Et moi, j'ai fait ça pour eux pendant 2 ans. Et c'est là que j'ai découvert le monde des startups, des entrepreneurs, du VC. Je co-investissais avec eux et c'est comme ça que j'ai un peu grenouillé dans l'écosystème. C'est aussi à cette époque-là que j'ai découvert The Family, les conférences, les talks d'Oussama. Et en 2017, je l'ai rencontré et le gars avec qui j'ai cofondé Leven, Grégory Edberg, était assez ami avec lui.
Et donc, en fait, il nous a un peu pris sous son aile et il nous a beaucoup aidé au début. Donc, ça fait bizarre après, quand il a eu tout son scandale, euh, bah, de le voir se débattre. Au début, j'ai été tenté de l'aider, mais in fine, quand je me suis rendu compte que c'était vrai, tu dis ben, jusqu'où va la loyauté en fait quand quelqu'un commet un crime, euh, même si cette personne a fait des grandes choses pour toi, jusqu'à quel moment tu peux continuer à le soutenir et l'aider, alors que visiblement d'autres personnes que peut-être. Alors peut-être pour les gens qui nous écoutent, parce que peut-être Ouais, que tout le monde peut-être n'est me pas. résumer. C'est vrai que je reçois beaucoup de commentaires de ceux qui me disent alors attends, c'est génial, vous parlez de trucs qui a l'air super intéressants. Là, le mec il vient de dire que Oussama avait fait un crime. C'est quoi en gros? Parce que Non, ouais. Ouais, globalement, il y a en- eu une histoire en gros, où il y a là, eu il de a été. l'argent qui a été levé et qui n'a pas été envoyé au bon endroit, globalement. Exactement. En grossièrement résumé, il y a à peu près 7 millions d'euros qui ont été détournés. Il y en a 4 qui ont été plus ou moins pris dans la caisse de The Family. Et ça, c'est un truc classique de DG qui utilise mal l'argent de la société. Et il y a 3 millions qui ont été volés à des investisseurs, donc sur des SPV, qui étaient levés pour investir dans des startups américaines. Et l'argent a été directement utilisé C'est marrant pour parce que financer des projets perso ce de. faire de ma part, c'était justement justifié pour faire du secondaire dans des startups Et c'est américaines. drôle, et c'est drôle, exactement. En fait, Ce qui est ton sujet aujourd'hui. et exactement. En fait, finalement, The Families avait identifié un bon problème en 2019, 2020, 2021. C'est qu'il y avait beaucoup d'employés de startups américaines, de licornes, qui se retrouvaient très riches sur le papier parce qu'ils avaient reçu en paiement des stock options, en français des BSPCE, et donc ils se retrouvaient avec des parts d'equity de sociétés qui étaient devenues plusieurs fois des licornes, comme Algolia, qui est une startup américaine, même si elle est fondée par des Français, mais aussi Stripe, Coursera, Airbnb. Airbnb, ouais. Et eux s'étaient dit, ah tiens, il y a une opportunité, on devrait racheter ces actions de ces gars-là, comme ça on rentre dans ces très belles boîtes, un petit peu moins cher parce que ils ont besoin de cash et nous on leur en donne. Et donc ils se sont dit, on va lever des fonds dédiés pour acheter ça. Donc en fait, le problème était intéressant, c'est juste l'approche qui n'était pas forcément la meilleure, quoique monter un fonds de secondaire, c'est une bonne idée. Et c'est juste qu'en fait, l'idée n'a pas pu être menée au bout parce que les fonds ont été détournés pour payer des travaux dans un manoir en Normandie et d'autres choses. Ok, bon, la parenthèse est terminée Ouais. sur ce sujet. Donc du coup, sur Leven, donc, quand on dit j'étais lever, pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'en gros, tu avais une boîte de conseil qui aidait les startups à trouver des investisseurs pour mener leurs opérations de levée de fonds. Exactement. Donc on faisait de la levée, mais on se décrivait plus comme des banquiers d'affaires, parce que Grégory, mon associé, c'est un ancien de Rothschild, puis après de Messier Maris, et moi j'avais plutôt un parcours en, en finance que juste en marketing de levée de fonds. Mais c'est vraiment par ça qu'on a commencé. Donc on a accompagné vraiment des projets en phase de précis, et de seed, juste pour découvrir le métier, pour rencontrer les premiers investisseurs, pour gagner en crédibilité, se faire des creds. Et l'idée, c'était vraiment de préparer des entrepreneurs qui n'avaient jamais levé à leur première levée. Et C'est quoi les difficultés justement? Est-ce que c'est super intéressant? Il y a plein de personnes qui nous écoutent et qui globalement lèvent des fonds, etc. Et toi, en tant que lever à cette époque et avec cette expérience, c'est quoi la difficulté de lever des fonds pour la première fois pour un entrepreneur? Et comment un lever peut les accompagner justement là-dedans? ben, justement, je pense qu'aujourd'hui, je n'approcherai pas de la même manière. Déjà, je pense que les premières levées de fonds, c'est bien de le faire aussi avec moins d'aide. Donc, pas avec quelqu'un qui lève pour toi, mais quelqu'un qui te coach peut-être pour avoir les bonnes clés pour réussir. Donc, à l'époque, je prenais un peu trop la main, je pense, sur les. Je faisais un peu trop C'est-à-dire que c'est toi qui envoyais le mail, qui envoyais Exactement. les mails, les code mails Exactement. aux différentes. Je prenais contact avec les gens, je pitchais pour eux. Et c'était un service qui fonctionnait bien Ouais, t'allais à ce jusqu'à moment-là. pitcher pour eux. Ah oui, oui. Il y a Ouais, t'étais skin in the game pour tes clients, quoi, à il y a fond. des sociétés, je disais même, oui, je me présentais presque comme un cofondateur. Je suis, oui, le CFO externe, et j'aide sur la levée, et puis ça Ouais. marchait bien. Mais le Et du problème, coup, c'est que. t'éclipses un peu l'entrepreneur et Exactement. le fondateur qui finalement, sur une première levée, c'est l'équipe que tu vends. Exactement, exactement. Et donc, ça leur donnait pas. Déjà, ça leur permettait pas de créer une relation forte avec les investisseurs qui étaient ramenés sur le tour. Tu vois, finalement, parce que c'était moi qui créais une relation, et voilà. Et puis les gens mettaient des tickets. Donc, ça les transformait à ex post en investisseurs un peu passifs, donc pas très utiles après pour les levées suivantes. Et aussi, ça leur apprenait pas à faire des levées de fonds par eux-mêmes, ce qui est très important
pour savoir, pour ta série A, il faut choisir aussi un bon lever ou choisir un bon investisseur. Et ça, il faut l'apprendre en parlant avec beaucoup de gens. Donc, premier advice que tu nous donnes, pour ceux qui veulent lever en pré-seed, seed, globalement en pré-seed, seed, tu n'as pas besoin de lever. Pré-seed, normalement, c'est bien, tu peux te faire coacher, tu peux te faire aider, tu peux récupérer des Tu peux clés, récupérer un réseau de business angel. Mais c'est bien de le faire toi-même. C'est bien d'apprendre les écueils, les difficultés. C'est bien d'essuyer un peu les plâtres et de comprendre en fait ce qui plaît aux investisseurs, ce qui ne plaît pas, qui est un bon investisseur et qui ne l'est pas. Se faire accompagner trop tôt, c'est un peu dommage, je pense. C'est quoi essuyer les plâtres quand tu lèves ta première levée de fonds? Déjà, il y a la dilution. Finalement, quand on a vraiment besoin d'argent et que 250 000 euros, ça nous paraît énorme au début, on peut être tenté de donner beaucoup de capital juste pour pouvoir avancer. Je pense que il faut aussi apprendre à attendre un petit peu, à essayer de faire avec moins, à avoir plus de traction, revenir un peu plus tard, plutôt que de se ruer sur la première opportunité, qui après peut être assez punitive, parce que quand on se diluait de 25% une deuxième fois, une première fois, puis 25% une deuxième fois, et qu'on a donné plus de la moitié du capital avant même sa série A, ça devient dur en fait de lever des fonds en plus, parce que les financiers ils veulent quand même que les fondateurs soient motivés et qu'ils aient encore du skin in the game. Et donc, quand on a une cap table comme ça, c'est dur après de convaincre qu'il y a de la place. Ouais, ça c'est un élément clé puisque globalement les investisseurs, effectivement, et tu le dis, skin the game des fondateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont intérêt à ce que les fondateurs dans une société qui lève des fonds puissent être suffisamment engagés et qu'ils aient suffisamment d'equity dans la société pour qu'ils puissent être très motivés pour faire la suite. Et donc si à chaque fois qu'on rajoute une couche d'investisseurs et qu'ils sont dilués et qu'ils ont quasiment plus rien ou pas grand-chose à l'issue du tour, en fait, ils se disent que les fondateurs peuvent lâcher l'affaire si ça devient un peu difficile. Exactement. Finalement, l'entrepreneuriat, c'est toujours un arbitrage entre plusieurs opportunités. Et donc, si le coût d'opportunité devient plus fort que le coût que demande l'opportunité en cours, la tentation est quand même de drop et de laisser tomber en se disant bon, il me reste que 10% de cette boîte, là ça devient dur, laissons tomber, j'en refais une autre. Et ça, c'est un écueil. Le deuxième écueil, c'est que les premiers investisseurs, c'est aussi des encres pour les levées suivantes. Ça peut être des personnes qui peuvent rentrer à ton board, qui t'apportent de la valeur. Et le problème de prendre de l'argent pour de l'argent un peu vite, c'est que tu te retrouves avec de la dumb money, en fait, des fonds que tu peux dépenser, investir, mais qui ne t'apportent pas plus de valeur que l'euro qui est écrit sur le billet. Donc c'est dumb money versus smart money, c'est ça? Smart money et le fait de prendre des smart investisseurs, dont par exemple Jean de la Rochechouart dont on parlait avant fait partie, c'est très très bien. Avoir qui met son capital, il ne met pas des gros tickets, il met que 150 000 euros entre guillemets, mais le fait de l'avoir, c'est un encore. Ça crée plein d'externalités en fait, de la valeur qui est pas juste contenue dans les 150 000 euros de son ticket. Le fait de l'avoir, ça ouvre des portes à plein d'autres gros investisseurs. Et aussi, il se donne énormément à titre personnel, même il fait 200 investissements par an, pour accompagner les entrepreneurs et les faire croître, les faire prospérer, leur donner des clés, des intros. Et il y a d'autres personnes qui mettent 150 000 euros et c'est tout. Ouais, et pour le coup, Jean de la Rochechouart, tu peux le contacter assez facilement. Kim Aventure, tu peux les contacter assez facilement. Il répond tout le temps. Et tu n'as certainement pas besoin d'un leveur de fonds pour aller contacter Jean de la Rochechouart. D'ailleurs, à mon avis, mieux vaut pas avoir un leveur de fonds pour aller voir Jean. Pour le coup, si, tu vois, finalement, moi j'étais leveur, il y a certaines sociétés que j'ai accompagnées et Jean faisait partie du consortium d'investisseurs, mais plutôt en série A. Tu vois, s'il entre un peu plus tard et que c'était une levée un peu plus technique, là, un lever, c'est là où un lever, et on revient à ce qu'on disait, c'est là où un lever devient un peu plus essentiel. Et pourquoi du coup? Parce qu'en fait, il y a des fondateurs qui sont pas forcément profil école de commerce, finance, et qui ont besoin d'être un peu plus aidés sur cette partie-là. Il y a notamment des boîtes très tech où c'est un duo d'ingénieurs qui s'est lancé. Il y en a un qui est le CEO, il y en a un qui est le CTO, mais ils sont un peu CTO tous les deux, on va pas se mentir, avec des approches très produits, très tech. Et donc là, un lever, il apporte un peu la partie structuration financière, mise en forme des KPI et aussi gestion d'un process un peu compétitif qu'ils n'ont pas forcément appris à faire ou le temps de faire en tant que méga ingé qui est en train de construire une énorme machine technologique.
Il y a aussi le cas des solo fondeurs, où ils ont une équipe, mais ils restent un peu un seul en scène. Et c'est plus dur pour eux de lever des fonds parce qu'ils sont un peu au four et au moulin. Et leur mission, c'est quand même de continuer à développer la boîte, même s'ils ont besoin de lever des fonds en même temps. Et puis après, il y a d'autres très bons cas. Et puis plus les levées sont importantes, plus ça devient technique et compétitif. Et à partir de la série B, je pense que c'est même très important d'être accompagné, puisque là, on passe presque de la sphère venture early stage, on arrive presque sur des codes de private equity où il faut C'est avoir très professionnel. où ça devient plus professionnel en fait. Et tu es quasiment obligatoirement Ouais, tu as des et data nécessairement. rooms. Et tu fais gagner beaucoup de temps aussi à tes clients à Tu leur cette fais gagner époque. du temps. Eux, leur mission, c'est aussi développer leur business, c'est aussi d'avoir un process compétitif et aussi, il va avoir des bonnes relations avec les investisseurs. Et s'il faut s'engueuler, c'est le lever qui le fera pendant la négo. Et comme ça, le fondateur peut se concentrer sur les parties positives et vertueuses de l'opportunité de les avoir au capital, construire une gouvernance ensemble, construire un plan, être ambitieux. Et sur les petits détails techniques de la négociation business et légale du deal, il y a un lever, il y a un avocat. Et c'est eux qui font ça. C'était quoi votre secret sauce à l'époque pour marquer la différence sur un marché où il y avait d'autres leveurs de fonds? Qu'est-ce qui faisait la différence sur votre approche? Au tout début, comme on s'est improvisé lever avec Greg sur du très early stage, on avait assez peu de concurrence et on se contentait entre guillemets de prendre des creds en gagnant un peu d'argent. Mais c'est à partir du moment où on est commencé à arriver sur le vrai champ de bataille de la levée de fonds qui est plutôt sur série A, B et onward, où on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens comme nous qui se battaient avec les mêmes armes, qui étaient aussi des anciens de Rothschild. C'est là que j'avais rencontré mon cofondateur Greg, j'avais fait un stage en 2010 là-bas. Ou de Lazare, ou de Cambon, ou de Chausson. Et il y avait même ces mêmes boutiques-là qui étaient aussi positionnées sur ce segment-là. En gros, on se battait tous pour les mêmes deals. C'était hyper dur de se différencier. En stratégie, on appelle ça les océans rouges. Où finalement, Les pardons? en stratégie, on appelle ça les océans rouges. Okay. C'est les espaces très très compétitifs où la différenciation est très difficile. Et une des seules clés, c'est baisser son prix et les relations. Donc, soit c'est des gens que tu connais très bien et que donc tu peux créer de la différenciation parce que tu as un angle particulier avec les investisseurs, avec la société, soit tu baisses ton prix. Et votre stratégie là-dedans, c'était quoi? Nous, notre stratégie, c'était de s'associer avec The Family. Et The Family, ça nous a donné un unfair advantage, comme il disait à l'époque. Donc on avait une espèce de recommandation, une espèce d'aura qui nous venait en fait de cet écosystème qui était très stylé à l'époque et qui nous donnait, on était un peu les banquiers d'affaires dans The Family, même si on était une société indépendante, mais on était quand même dans la galaxie. In-house, donc nécessairement le mec littéralement in-house. On avait des bureaux au premier étage. Celui qui voulait lever des fonds, il prenait les escaliers et venait vous voir directement, quoi. Exactement, tu vois, quand tu avais des sociétés comme June qui faisait sa série A en fin 2019, qui avait besoin d'un lever, The Family disait prenez Leven, ils sont là, ils sont au premier étage, je vais les voir. Donc il y avait une espèce de serendipity très, très direct où ils n'allaient pas trop. Ça fait partie des boîtes que tu as accompagnées à l'époque? On avait fait une levée de 10 millions pendant le Covid. Mais D'accord. après, c'était génial parce que pendant le Covid, c'est là où les gens ont commencé à découvrir le delivery. Tu peux nous rappeler ce qu'ils faisaient? C'est des couches pour les bébés. D'accord. T'es jeune papa, non? Non, pas encore. Pas encore. C'est un projet. C'est un projet, ça on en a parlé. Et donc c'est des couches par abonnement. Et pendant le Covid, ça a fait un énorme boom. Et donc en fait, sa levée qui devait se faire un peu toute seule, elle s'est dit, je vais être beaucoup plus ambitieuse, mais je vais prendre un lever pour mettre un peu en concurrence les gens qui m'ont déjà parlé et peut-être aller voir d'autres investisseurs que je vais mettre un peu dans une même seringue. Et c'est là la valeur de l'advisor. Et elle est venue nous chercher sur ça. Ensuite, post-Covid, on est un peu devenu une boutique comme une autre, donc avec les mêmes armes et les mêmes clés. Donc, tu te retrouves à 5 à pitcher sur la même levée de fonds dont tu avais très envie et tu gagnais une fois sur 5. Donc, ça fait beaucoup de travail. Pas pour pas grand-chose, parce que ça vaut le coup. Et in fine, mes associés, ils ont continué à se développer. Mais je trouvais ça assez frustrant et de se dire comment on fait pour se différencier et comment on fait pour trouver un champ de bataille qui est le nôtre, un océan bleu. Donc voilà. Et c'est là où tu décides de basculer sur les opérations de secondaire. Le secondaire, c'était à l'origine une idée de mon associé, parce que lui, aussi, qui était aussi dans la galaxie The Family, il avait travaillé sur ces sujets-là, il avait identifié le problème de la liquidité des employés dans les boîtes US. Et au début, il se disait, faut créer un fonds pour profiter de ces opportunités, ce que The Family n'a pas réussi à faire. Mais en s'associant, on s'est dit non, ce qu'il faut faire, c'est créer un service, un outil
qui permet de le faire une plateforme en fait. Ouais. Une plateforme, Alors, une bourse. avant qu'on aille sur, sur la bourse et sur la plateforme que vous avez montée, pour les néophytes qui nous écoutent, vraiment, c'est quoi le marché secondaire en private equity et en venture capital en particulier, puisque c'est là-dessus que vous aviez votre terrain de jeu? Euh, En private equity, il y a le sujet de l'exit. Donc quand tu investis dans une société, quand tu investis dans un projet, d'ailleurs ça peut aussi être de la dette, ça peut être de l'infrastructure, il y a la question du point d'entrée, donc le moment où tu investis, et du point de sortie. Et donc tu détiens Tu détiens les typiquement des titres, actions et au bout d'un moment, il d'une faut société. matérialiser ta performance, et donc encaisser Et il faut les revendre. il faut les Et revendre. comme c'est du private equity et que les sociétés ne sont pas cotées en bourse, c'est pas liquide. Et en fait, tu es stocké pendant une période avec tes titres. Et tu dois Exactement. attendre un événement de liquidité pour pouvoir constater la plus-value sur ton investissement. Et c'est plus ou moins long. En private equity, par exemple dans l'espace LBO, c'est assez naturel, puisque les LBO s'enchaînent assez naturellement. Finalement, la dette, elle a une date d'expiration, entre guillemets, enfin, elle a une duration. Les LBO, c'est des opérations capitalistiques qui ont lieu forcément sur des sociétés rentables qui font rentrer des fonds d'investissement et en même temps de la dette avec des partenaires bancaires. Et donc effectivement des sociétés rentables qui ont des solutions d'exit plus simples. Exactement, en fait, finalement, un LBO remplace un autre LBO. Donc ces fonds-là, ou ces investisseurs-là, ils n'ont pas trop le problème de se poser la question de la liquidité, ça se fait assez naturellement. Euh, Pareil en infrastructure, pareil en dette, où finalement la dette se rembourse. Donc tu vois, il y a pas de, t'as pas besoin de la revendre, en fait, elle finit par se solder. Par contre, en venture capital, donc ce qui concerne le financement des startups, de l'innovation, normalement, l'exit historique, enfin théorique, ce qu'il y a dans les decks en dernière page, c'est L'IPO. l'IPO, l'introduction en bourse. Finalement, ça marchait plutôt pas mal, surtout aux États-Unis quand est né le VC. Le time to IPO était assez court en fait. C'était 4 à 6 ans. Amazon, ils sont cotés peut-être 2 ans après avoir été créés. Tu vois, c'est en 97, ils étaient déjà en bourse. Donc l'avantage d'avoir un process d'IPO et donc d'introduction en bourse rapide, c'est que l'investisseur qui a mis de l'argent et qui a acheté des actions Ils se retrouvent d'une société, eh bien, en fait, rapidement, il se retrouve sur un marché liquide où il pourra assez rapidement vendre ses titres et les échanger sur un marché boursier. Exactement. Et ce marché, donc, il est liquide, donc c'est facile d'acheter, c'est facile de vendre, ce qui n'était pas le cas avant la cotation sur le marché privé, qui est par essence beaucoup moins liquide. Et donc, Et pourquoi il est beaucoup moins liquide? euh, pour le coup, parce qu'il n'y a pas d'espace centralisé qui permet de centrer les achats de vente, les ordres de vente, les ordres d'achat. Ça doit se faire de manière beaucoup moins organique en fait et proactive. En fait, il faut aller chercher le vendeur potentiel et lui proposer quelque chose. Il y a Et puis les cessions partielles au sein du capital social, elles sont très encadrées puisque il y a les packs il y a d'actionnaires des pactes d'actionnaires avec des clauses de transfert de titres restrictives. qui sont très contraignantes et que globalement, sur une cession de titres en private equity d'une société privée, c'est généralement soit l'IPO, soit la cession de l'intégralité de la boîte. En résumé, il n'y a pas de système qui permet d'échanger facilement les titres non cotés. Deuxièmement, il y a des systèmes aussi enfin, il y a des choses comme les packs d'actionnaires qui fait que la liquidité est un peu freinée et ralentie, puisque finalement, c'est presque intentionnel en fait que les packs d'actionnaires soient un peu restrictifs et empêchent les gens de vendre. C'est pour créer de l'alignement. Mais Oui, le et problème, c'est que ça évite de faire en sorte que du jour au lendemain, tu te retrouves avec un actionnaire que tu n'as pas choisi. exactement. Mais le problème, c'est que cette illiquidité, elle dure trop longtemps. Par exemple, un fonds de VC, sa durée de vie, c'est 10 ans. Donc, il lève des Au fonds en max. year 0 et year 10, il est censé avoir tout rendu avec les performances. Et parfois, ils peuvent négocier une extension de 2 ans. Mais au bout de 12 ans, si l'argent n'est pas rendu, on est, voilà, on est en faute. Il faut trouver une solution très vite de liquidité. Et si les sociétés du portefeuille, elles partent pas en IPO, eh ben, on se retrouve avec plein de titres illiquides, avec en plus des packs d'actionnaires limitatifs et pas de système pour les vendre. Après, il y a aussi un autre exit qui est le M&A. Les sociétés, elles peuvent aussi se faire racheter par des grands groupes, par des fonds de private equity si les sociétés sont devenues rentables en Par des LBO, concurrents. par des concurrents qui fusionnent. Et là, c'est un exit aussi. Mais ça n'arrive pas sous toutes les boîtes. Il y a le bon moment de faire un M&A, c'est quand la boîte
est intéressante, qu'elle est prête, qu'elle a envie de le faire, parce que les managers ils peuvent aussi vouloir rester indépendants. Et donc, s'il n'y a pas d'IPO, qu'il n'y a pas de M&A, il n'y a pas de sortie. Et donc, les fonds doivent trouver des solutions. Et une des solutions qui émerge en ce moment, c'est le secondaire. Et ça paraît idiot, c'est juste de revendre ta part à toi dans la société de manière bilatérale ou alors de manière coordonnée avec d'autres investisseurs. Euh, Tu peux vendre un actif ou plusieurs actifs. Mais l'idée, c'est d'en faire un marché spécifique, une troisième voie, en dehors des IPO, en dehors du M&A, pour pouvoir rendre liquide ces morceaux de portefeuille et ces bouts de performance latentes et les transformer en performance réelle, encaisser du cash. Donc toi, tu cibles cette problématique dans le venture capital en disant il y a des personnes qui restent stockées avec leurs titres beaucoup trop longtemps. Qui peuvent être des fonds, qui peuvent être des employés dont on a parlé au début, parce que c'était le point d'identification de début. Ça peut être des business angels, ça peut être des advisors qui ont été payés en titres. Et au final, ça peut représenter beaucoup, beaucoup d'argent parce que des sociétés qui étaient des startups, des sociétés un peu balbutiantes au début, qui deviennent plusieurs fois des licornes, voire des décacornes, ça peut représenter des centaines et des centaines de millions. Et c'est le cas qu'on a là aujourd'hui en ce moment sur Revolut. Notre client qu'on a aidé. Donc Revolut, c'est la banque en ligne. La banque en ligne fondée au Royaume-Uni en 2014. Aujourd'hui, la société vaut 45 milliards. À l'époque où les clients qu'on aide à sortir en ce moment sont rentrés, elle valait 50 millions. Voilà, leurs 100 000 euros de l'époque valent des centaines de millions. Jusqu'alors, c'était une performance sur un fichier Excel. Mais aujourd'hui, c'était du patrimoine non réalisé, latent. Avant qu'on revienne sur l'opération Revolut, parce que je ne te lâcherai pas là-dessus, parce que ça m'intéresse beaucoup, ce qui s'est passé là-dessus, et surtout un super exemple de ce que vous faites. Donc, tu identifies cette problématique du secondaire, et comment tu l'adresses au tout début? Donc, au tout début, on a d'abord essayé d'identifier vraiment quel était vraiment le problème. Donc bien comprendre. Donc illiquidité, voilà, on voit le problème macro derrière, intéressant. Il n'y a plus d'IPO. Même quand on s'est lancé en 2021, il y avait un problème. On sentait qu'il n'y avait pas assez. Le marché commence à se geler un peu en 2022. Pour le coup, il y en avait beaucoup en 2021. Il y avait la mode des SPAC, mais on sentait que c'était pas assez pour résoudre le problème au sens large. Il y en avait beaucoup à cette époque-là, mais il n'y en avait déjà pas assez. Et quand ça s'est refermé en 2022, ça a encore plus validé le problème. Voilà, il y a zéro IPO pour les boîtes de tech ou de manière très, très anecdotique. Et donc, on a d'abord parlé à beaucoup de fonds, des fonds de VC qui avaient investi en disant c'est quoi votre sujet avec la liquidité, c'est quoi le vrai problème, pourquoi vous préférez attendre plutôt que de vendre maintenant sur un marché secondaire qui n'existe pas encore mais qui pourrait exister. Donc, de bien essayer de qualifier en fait le besoin. Parce que notre hypothèse de départ, c'était qu'il fallait faire un outil automatisé, un peu comme Euroclear ou des choses comme ça sur les marchés cotés, une vraie bourse où on peut placer des ordres de vente et des acheteurs viennent se positionner en face et le prix se fait par l'offre et la demande. Donc au début, on était parti sur un truc un peu comme ça. Tu crées une bourse du secondaire. Une bourse du secondaire. À l'époque, c'était la grande mode. On voulait tokeniser les titres des startups, les mettre sur un ledger et faire en sorte que les synthétiques se vendent facilement. Mais en fait, le fait de créer un instrument liquide qui est lié à un actif qui est illiquide, ça ne résout pas le problème en fait. Les gens n'avaient pas besoin d'un ledger tokenisé de type de startup. Donc la solution technique, même si elle était intéressante pour faciliter la transaction, au fond, ça ne réglait pas le problème de l'illiquidité. Et le côté plateforme, on sentait que les investisseurs n'allaient pas l'utiliser parce que ce n'était pas leur manière de faire. Et surtout, du côté acheteur, on pense que les gens qui pouvaient vraiment mettre de l'argent dans ces opportunités, c'était plutôt des institutionnels. Et ils n'allaient pas se connecter sur une plateforme. Et ça, ce projet technique, tu le lances avec... Donc on lance avec Pierre en 2021. On commence à travailler dessus en mars. On a reçu une ou deux term sheets de fonds avant l'été. Et à cette époque-là, on avait intégré Station F. C'est une boîte que tu appelles Not So Liquid. Not So Liquid. Not So Liquid. À l'origine, c'était une vanne d'un investisseur qui se moquait un peu de nous et qui nous disait « good luck guys, because this is not so liquid ». Il a trouvé ça tellement bête, mais en même temps, est-ce que le .com est disponible Et c'est comme ça que vous avez trouvé le nom de la boîte. Exactement. C'est énorme. Exactement. Et donc on est parti avec ce nom qu'on a trouvé très drôle et que les gens ont beaucoup aimé parce qu'il est assez parlant, assez singulier, mémorable
Et C'est vrai que ça parle bien, ouais. on aime bien ce nom. On aime bien ce nom. C'est dommage qu'on peut plus l'utiliser maintenant, mais il est très cool. Donc je sais pas ce qu'on va faire avec l'IP de ce nom, mais on va peut-être faire une petite déclinaison, un sous-projet qui s'appellera Notso Liquid ou Notso quelque chose. Donc l'idée de la plateforme, on l'arrête au moment de l'été. Donc, Donc on dit en non fait, au term sheet. quand tu lances cette boîte, c'est une boîte tech que tu lances. On lance une boîte tech. On pense qu'on est en train de faire une licorne qui va résoudre le problème de l'illiquidité du marché privé à marche forcée, commencer par la niche du venture et ensuite, par capillarité, aller sur le private equity au sens large et avoir un système d'échange automatisé. Et finalement, quand tu remontes à la thèse initiale de boîtes comme Moonfair ou des choses comme ça, c'est ça qu'ils voulaient faire au départ. Maintenant, c'est devenu plus un truc de levée de fonds pour les fonds de private equity. Mais c'est ça qu'ils pensaient faire au départ. Un point central De rencontres de titres de private equity. d'offres et de demandes. Ouais. Et on sent que le monde du private equity est un peu résistant à ça, et le monde du VC en particulier. Donc on s'est dit on va basculer sur un modèle de service, banque d'affaires du secondaire. Et on est devenu ça dès l'été 2021. Donc on a assumé que ce qu'on faisait, c'est de l'advisory. Donc en fait, C'est toujours de l'intermédiation, mais l'intermédiation avec beaucoup de human touch. Et c'est ça qu'on a commencé à faire. parce que tu te rends compte que c'est un échec en fait au début. Tu lances ta boîte et tu te dis en fait ça marche pas. En fait, l'outil qu'on avait essayé de développer, il fonctionnait très bien, mais en se mettant dans la peau des utilisateurs qui allaient s'en servir, c'était plus un gimmick que vraiment un outil. En disant, bah non, ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de trouver des deals. Ouais, du côté des acheteurs, d'avoir du deal flow très qualifié et impeccable, et du côté des vendeurs, d'avoir des bonnes valos et donc des bons repreneurs pour leur titre. Et finalement, Ça rentre pas dans la machine, quoi. ça rentrait pas dans la machine, ça allait pas se faire tout seul en fait. Exact. Et donc c'est là où vous faites votre pivot, où vous dites en fait il faut mettre de l'humain à fond et il faut faire une banque d'affaires spécialisée dans le secondaire. Exactement. Et finalement, voilà, c'est comme ça qu'on est entré dans cette niche du conseil en secondaire. Et c'est là que ça a commencé à marcher, c'est là qu'on a commencé à enchaîner les transactions. Quand tu dis ça a commencé à marcher, c'est quoi votre premier client, votre première opération? Je sais première pas si tu peux le disclose, mais bon, Première peut-être. opération, on l'a un peu enlevé du site web, on n'en parle plus trop. C'était sur Opin. À l'époque, c'était la licorne la plus rapide de l'histoire. Ah bon? Et on a oublié. Hein. C'était vraiment en plein Covid. Et on avait un investisseur qui avait investi au seed juste avant le Covid et qui avait investi peut-être 100 000 euros et qui se retrouve avec 20 millions d'expositions sur Opin. Et on a vendu ça à un fonds de growth qui doit nous détester aujourd'hui parce que ça vaut zéro. Et, Donc en gros, il y a un investisseur qui rentre dans un des premiers tours de cette société. Exactement. Ok, il met 100 000 euros, il a un certain nombre de titres en rapport avec la valorisation sur laquelle il est rentré. Ouais. Ok, et il veut sortir de cette société. Ok, et vous intervenez auprès de lui immédiatement. Nous, nos clients, C'est lui qui vous mandate. Le client, c'est les vendeurs. À part cela, on décide que notre modèle, c'est un modèle d'accompagnement des actionnaires qui ont besoin de liquidité, d'accompagnement des vendeurs, donc on fait du sell side. Et donc on avait signé un mandat avec cet actionnaire historique de Opin. Qui lui en fait reçoit des tapes de capitalisation. Il dit en fait, moi mes 100 000 euros aujourd'hui avec le nombre de titres que j'ai, vu la dernière valo, ils en valent X millions. Combien? 20 millions tu me disais? À une vingtaine de millions. Une vingtaine de millions d'euros. Et il dit, mais attends, il faut que je rende liquide ces titres parce qu'aujourd'hui la vingtaine de millions d'euros, c'est juste sur le tableur Excel. Exactement. Et en plus, rien que cette ligne-là, c'était la taille entière du fonds qu'ils avaient levé. Donc ils rendaient déjà une fois leur fonds rien qu'en vendant cette ligne. Et aussi, ils recevaient pas mal d'offres en direct sur la ligne, mais ils pensaient que la valeur était trop faible. D'accord. Donc notre mission, c'était de ramener des offres supérieures à cette valorisation. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc tu as trouvé un acquéreur qui lui a racheté toute sa ligne. Qui lui a racheté la moitié de sa ligne. On avait vendu la moitié. D'accord. Et donc ça nous a servi de premier credential, ça a permis de tester notre approche et de renoncer définitivement au côté plateforme tech en disant bah non, ce qu'il faut c'est de l'advisory. Et ensuite on a enchaîné, on a fait un secondaire sur Ledger après la série C. D'accord. On a fait notre première transaction sur Revolut fin 2021 et là ça commençait à avoir une taille significative, c'était une vingtaine de millions de dollars. Ça commençait à être beaucoup, on n'était que deux et ça a marché très bien. Ensuite on a commencé à recruter. Et alors, c'est-à-dire que la particularité de la banque d'affaires, et pourquoi c'est si particulier, qu'est-ce qui change dans l'approche
d'une banque d'affaires traditionnelle quand en fait tu travailles sur du secondaire? Alors, c'est vrai qu'il y a des workflows et des process qui sont les mêmes. Finalement, bah, tu fais de l'origination, tu cherches des actionnaires de sociétés non cotées qui ont besoin de liquidité, tu signes des mandats de vente, tu prépares de la documentation comme tu peux, avec l'aide de l'investisseur. C'est-à-dire comme tu peux, parce que Bah, globalement, tu n'as pas forcément toute t'as pas l'information, forcément. parce que l'investisseur, enfin celui qui te mandate et qui détient des actions de la société, il est souvent actionnaire minoritaire Et, et il n'a pas toute la doc de la société. et souvent, ouais, c'est des actionnaires du tout début ou des employés. Donc, certains ont été au bord au début, mais ils ne sont plus depuis longtemps. D'autres, on ne leur donne pas d'informations. Et au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de structurer quand même des opérations et ensuite les marketer. Mais ça, maintenant, on ne fait plus. On ne fait plus d'opérations, on n'a pas accès au management, on n'a pas un pack d'infos suffisant. Pour nous faire une conviction, pour nous dire ben, c'est un bon projet, c'est la bonne valo, c'est le bon moment de faire du secondaire. On lance et on va contacter des investisseurs. Et aussi pour avoir leur aval. Parce qu'en fait, il y a trop souvent eu des moments où on a réussi à avoir un mandat, trouver des investisseurs et où la boîte était contre. En disant, bah non, il y a X bonnes raisons pour lesquelles c'est pas le bon moment pour moi de faire du secondaire. Soit je veux pas de ces investisseurs, soit en fait, je vous l'ai pas dit, mais je travaille sur un process de primaire. Et donc c'est sensible, je veux pas que ma cap table change. Ou alors, ah non, là on est en train de faire notre IPO readiness, donc on va s'introduire en bourse. Ouais, et Donc si on fixe je une peux pas mauvaise inclure valo, c'est pas bon. Je veux pas qu'il y ait une valo qui vienne entacher ce que je suis en train de négocier. Et donc nous, maintenant, on s'aligne. On a une approche trilatérale, actionnaire cédant, société qui est au milieu et les actionnaires potentiellement acheteurs. Et D'accord. donc si la triangulation ne marche pas, Et on donc il y a un trouve travail on commun laisse tomber. avec tous ces acteurs. Exact. On parlait tout à l'heure d'un investisseur, évidemment, et tu l'as précisé, ça peut être aussi des salariés qui du coup ont bénéficié de stock options dans la boîte, de BSPCE, d'AGA Ouais, ou de stock options de manière exactement. générale, qui ont eu l'attribution, qui ont exercé leurs bons, qui détiennent des actions, et en Ouais, fait, pareil, ils ont été, enfin, soit ils sont encore salariés de la boîte, soit ils l'ont été, ils détiennent des titres. Et en fait, c'est pareil, c'est une ligne sur un tableur Excel avec ouais. potentiellement beaucoup d'argent, Ils peuvent mais s'acheter des que, maisons ou pas. exactement, et que oui, souvent c'est beaucoup d'argent, ils se disent, bah, j'aimerais bien avoir cet argent dans ma poche. Et c'est là où toi tu interviens pour ces détenteurs de titres qui étaient salariés. Exactement. Ce que je fais pour eux, c'est pas de les prendre un par un et d'essayer de placer leur titre de manière opportuniste, même si ça peut avoir des tailles significatives. Ce que j'essaie de faire, c'est de convaincre la société que c'est une opportunité d'aider ses salariés à avoir de la liquidité, que ce soit dans un programme de tender offer où tu fais un gros secondaire et tu permets à tout un bloc d'actionnaires de la cap table de Pour, céder. pour cleaner la table de capitalisation. Exactement, ou pas forcément pour la clinique, parce que les gens peuvent juste vendre une partie, mais juste pour montrer que c'est liquide, que ça a de la valeur, et ça leur fait comme un bonus, tu vois. En vrai, finalement, voilà, ces titres, tu les as gagnés, et en plus, tu as payé l'exercice de l'option, que ce soit un Ouais. BSPCE, un AGA, ou donc finalement, bah, tu as payé aussi pour les avoir, tu as travaillé pour, mais voilà, ça se matérialise en cash, et bah, maintenant, comme disait Oprah, everybody gets a car, tu vois, c'est you get a car, you get a car. Et donc, ça, on fait ça, mais de manière coordonnée en fait avec la société parce que ça lui permet aussi de faire entrer des bons investisseurs qui achètent ça et qui sont là pour rester investis dans le long terme, donc qui sont pas là pour vendre, qui Et sont là qui pour peuvent préparer un tour futur exact, tu vois, finalement avec une valo décotée, enfin peut-être un peu décotée. souvent le secondaire c'est moins cher que le primaire pour de bonnes raisons, hein. Déjà il y a moins de compétition, euh, aussi c'est souvent des actions euh, Ordinaire. ordinaires Ouais. versus des actions de préférence qui sont négociées pendant les tours de levée de fonds, les tours de Ouais, donc primaire. tu as une décote. Alors, action de préférence, pour ceux qui nous écoutent, c'est que globalement, dans une société, il peut y avoir différents types d'actions. Et ces différents types d'actions, globalement, sont émises en fonction des différentes opérations d'augmentation de capital. Elles s'empilent les unes sur les. Exactement. Et dans cet empilement d'actions, il y a ce qu'on appelle un waterfall qui se met en place. Donc à chaque fois, vous avez une couche d'investissement qui se met en place. Et généralement, le dernier investisseur bénéficie d'un rang de liquidation préférentielle la plus, la plus haute dans le waterfall. C'est-à-dire qu'en gros, il sera remboursé En premier. en premier le jour où il y aura un exit. Exactement. Et s'il reste de l'argent au moment de l'exit, ça ruisselle jusqu'aux actions ordinaires qui sont tout en dessous. Exactement, Les fondateurs, ils ont aussi des actions ordinaires, carrément. mais les employés aussi.
Et donc, il y a certains cas, il y a certaines sociétés. Donc globalement, pour revenir à ce que tu disais, mieux vaut avoir des actions tout en haut de la pile plutôt que des actions Exactement. ordinaires qui sont les premières qui ont été émises, celles qui sont dédiées aux salariés et qui globalement vont être les dernières à toucher dans la répartition du prix de cession. Mais souvent, ceux qui sont tout en haut, ils viennent de rentrer et ils sont rentrés à des valeurs très élevées, donc ils ne sont pas vendeurs. Ils sont plutôt là même pour réinvestir et au pire des cas, pour attendre. Exactement. Donc il y a rarement des actions de préf à vendre sur le marché secondaire. C'est souvent des actions ordinaires ou alors des préf du tout début. Ouais. Donc en fait, ils sont tellement en dessous qu'elles ont quasiment, d'un point de vue probabiliste, la même valeur que les actions ordinaires. Parce que leur préf, elle ne sera plus jamais en fait activée. Tu vois, par exemple, les préf de seed de Revolut, enfin, je donne un exemple comme ça, qui sont associés à la valeur de 50 millions. Il n'y a plus aucune raison qu'elle s'applique. Il n'y a plus aucune différence. Et en plus, maintenant, même de ce fait-là, ils ont même nettoyé toutes les préfs et tout le monde a été converti en actions ordinaires sur Revolut parce que voilà, ça a créé une cap table compliquée et ils ont préféré simplifier. Mais économiquement, il n'y avait pas de différence, donc il n'y a même pas eu de compensation. Tu vois. Tout le monde a dit OK. Revolut, c'est un sujet intéressant parce que typiquement, ça fait partie des sociétés dont on parle depuis pas mal de temps, d'une éventuelle IPO ou pas. Et en fait, tout le monde est un peu sur le grill en se disant, en fait, moi, je vais pouvoir justement avoir mon événement de liquidité. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance de l'IPO relativement à la liquidité. C'est l'événement de liquidité par définition. Ouais. Et en fait, l'événement de liquidité par IPO n'a pas eu lieu. Et donc là, vous êtes intervenu justement pour faire en sorte que les premiers investisseurs puissent faire en sorte que, encore une fois, l'argent qui était sur la table de capitalisation et le tableur Excel puisse venir dans leur poche. C'est intéressant parce que pourquoi ils ont ressenti le besoin de faire ça? Ils ont senti que c'était plutôt une opportunité de le faire de manière coordonnée, avec un timing très précis, à une valeur qu'ils avaient eux-mêmes décidé. C'est parce qu'en fait, il y a plein de gens qui essayaient de vendre depuis des années, parce qu'ils se sentaient assis sur un tas de d'or. Donc, ils essayaient de faire des transactions dans tous les sens, de manière non coordonnée, à des valorisations qui pouvaient C'est quoi le risque d'avoir un bordel dans ta table de capitalisation avec tu veux faire tout le monde qui gesticule, etc. Tu peux faire rentrer des investisseurs dont tu n'as pas voulu. Voilà, des concurrents. Tu vois, finalement, qu'est-ce qui empêche un actionnaire de vendre des titres à quelqu'un qui est actionnaire d'un concurrent et qui veut juste de la data? Souvent, les pactes d'actionnaires qui sont assez protecteurs. Tu as les pactes d'actionnaires qui sont limitatifs, mais il y a des manières de faire du secondaire où tu peux passer outre le pacte. Finalement, un exemple classique de ça, et qui est beaucoup utilisé aux États-Unis, c'est le contrat forward. Donc, au lieu de juste vendre le titre, tu vends les droits économiques associés au titre, ce que parfois tu n'as pas le droit de faire quand les pactes sont précis. Mais après, tu te retrouves avec une montagne de limitations dans le pacte, mais généralement, tu peux le faire, donc les gens le font. Et donc, ils ne vendent pas l'action, ils vendent le droit. Facialement, tu as toujours le même actionnaire. En fait, derrière, tu as l'actionnaire qui a signé des engagements avec un autre détenteur. Et en fait, lui, il s'est sorti un peu de la... Et tu as d'autres techniques, des astuces. Par exemple, dans les pactes, tu as ce qu'on appelle la clause de transfert libre. En gros, tu as le droit, en tant qu'actionnaire, et c'est très utile pour les fonds quand leur fonds arrive en fin de vie pour qu'ils le transfèrent à un autre fonds, tu as le droit de te donner tes actions à toi-même. Donc, si tu as tes actions en perso, tu peux les transférer à une holding ou d'une holding à une autre holding si tu en es le bénéficiaire effectif. Et il y a des gens qui utilisent cette astuce-là pour vendre leurs titres à leur holding et puis ensuite vendre la holding qui, elle, est une société indépendante, séparée. Et sur la cap table, il y a toi, holding, mais en fait, derrière, il y a un autre investisseur. La holding a changé de propriétaire. Et c'est vrai, tu as raison, puisqu'en fait, personne ne veut généralement, ça, c'est pas top. Généralement, c'est les founders qui sont engagés à avoir des conditions de détention de leur holding. Mais généralement, les investisseurs, c'est vrai que peu importe en fait qui se cache derrière la holding. En fait. Airbnb, ils ont failli rater leur IPO à cause de ça, en fait. Quand ils ont, ça, c'est super intéressant comme anecdote. Quand ils ont voulu, en fait, faire leur dossier pour le Nasdaq, déjà, c'était pas facile, parce que c'est pas une société facile à présenter pour le régulateur, et voilà, le dossier était compliqué. Et en plus, leur cap table, elle était fausse. Elle était fausse parce qu'en fait, il y avait presque 800 millions d'euros de valeur de forward contrat dedans. Il y avait des tonnes de holding. Ils étaient incapables de tracer ce qu'on appelle les UBO, les bénéficiaires effectifs.
Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annulé les actions associées au contrat forward en estimant que c'était une enfreinte au pacte. Il y a des tonnes de procès en ce moment sur le sujet, mais il y a plein de shares qui ont été annulés. Ça simplifie la cap table, ils ont pu faire leur IPO. Mais on voit quand même que ça peut poser des Ça pose des énormes problèmes si en fait le secondaire n'est pas bien géré. Exactement. Et ça peut poser des énormes problèmes si le secondaire n'est pas bien géré. Enfin, Parce qu'il tu peut es y en train avoir de de la me liquidité. dire que Airbnb a failli ne pas s'introduire en bourse parce que tu as des mecs qui n'avaient pas de solution de liquidité sur leur titre. Donc la liquidité sauvage, ça peut être un problème. Et aussi, tu peux ne pas. Ce qui est intéressant de traiter son secondaire, c'est que ça peut te permettre de décaler ton IPO et de dire bah, je la fais plus tard. Tu as finalement la pression vendeuse, je l'ai traitée moi-même, tout le monde est content. J'ai des gens qui sont là pour se réinvestir dans le plus long terme. Ceux qui avaient besoin de cash, bah, ils sont avec leur cash. Bah, je peux me permettre d'attendre et de le faire quand c'est le bon moment pour moi. Parce que c'est quoi les 3 bonnes raisons de faire une IPO? Un, bah, il y a le secondaire, hein, que les gens ils aient un truc liquide qu'ils puissent vendre et acheter quand ils veulent. Deux, le primaire, parce que quand tu fais une IPO, tu émets aussi des nouvelles actions pour te mettre du cash dans la boîte pour financer ton développement. ta croissance. Et troisièmement, bah, il y a des raisons un peu statutaires, de communication, D'ouverture au visibilité, marché. d'ouverture au de marché. visibilité, ouais. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, tu vois, c'est assez cher payé quand même, parce que c'est dur d'être coté en bourse. Ça demande de la rigueur, des équipes, ça coûte cher. Tu vois, finalement, quand tu es non coté, c'est aussi pas mal, par exemple, pour lever de la dette, parce que ta valo, tu peux la piloter plus facilement que quand tu es coté, où c'est le marché qui décide quelle est ta capitalisation boursière. Donc en gros, si tu n'as pas besoin de la com et des externalités de la cotation, si tu n'as pas besoin de primaire, par exemple c'est le cas de Revolut, ils ont genre 2 milliards en banque, et tu as géré ton secondaire, bah, tu peux faire ton IPO plus tard. Et quand ce sera le bon moment et quand tu auras un truc à financer en particulier ou quand tu estimeras que les marchés sont plus favorables pour toi. Et, et c'est intéressant parce que même David Salomon, le directeur général de Goldman Sachs, a dit en recommandation au site tech, profitez des opportunités sur les marchés privés, attendez pour vous introduire. Donc même lui, il estime qu'il y a une dysfonction du marché de l'IPO et des cotations pour les boîtes de tech et que les opportunités du marché privé, dont le secondaire et autres, elles sont meilleures pour. Donc toi, c'est le timing parfait pour développer ta boîte et tes opérations. Comment tu rentres sur une opération comme Revolut? Parce que c'est quand même un effet de réseau monstrueux. Enfin, Revolut, en plus, c'est pas une boîte française, c'est une boîte du UK. Comment ils arrivent finalement, à... le monde du venture, c'est un assez petit milieu. Y a pas, en Europe, il n'y a pas tant de fonds que ça. Enfin, en France, on les connaît tous, sans aucune exception. Mais au UK, on connaît une grande partie aussi. Donc, on a un investisseur qui était actionnaire dans le seed, qui nous a présenté une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne. Et on est arrivé au bon moment, en fait. On avait la bonne approche, le bon réseau et le bon timing. On ne va pas dire que c'est de la chance, parce que c'était beaucoup de travail, c'était un effort continu. Et aussi... Parce que tu t'attaques à un gros morceau, là. Un gros morceau. Mais en même temps, en 2000, l'an passé... Tu l'as fait 2 fois, l'opération. On l'a fait une première fois en 2021. Et donc là, on arrivait pile au bon moment parce que la société était en train de faire un process de secondaire organisé. Il y avait d'autres banques qui étaient mandatées, il n'y avait pas que nous. Donc on est arrivé au bon moment avec le bon actionnaire qui avait besoin de son advisor à lui. Et donc on a pu se placer comme ça. C'est un credential qui nous a servi. Et là, cette année, on a un peu plus provoqué l'opportunité. Mais c'est lié en fait à cette première opération, toutes les opérations qu'on a fait depuis 3 ans aussi, qui ont construit notre crédibilité. Et puis le fait qu'on avait rejoint aussi une plus grande maison, parce que notre Soliquid a rejoint une plus grande maison l'an passé. Toi-même, tu as fait l'objet d'une opération de liquidité et d'un M&A. Donc j'ai pas fait un secondaire sur notre Soliquid, mais un M&A. Donc tu as vendu l'intégralité des titres de notre Soliquid. Donc on s'est fait racheter par une banque d'affaires qui s'appelle Bryan Garnier. Et ils nous ont beaucoup aidé pour qu'on obtienne cette transaction de Revolut et qu'on la close avec autant de succès. On a placé 167 millions de dollars. C'est énorme. Je ne vais pas dire combien de filles on prend dessus, mais c'est plusieurs millions. Justement, c'est intéressant parce que du coup, c'est intéressant de comprendre aussi quel est le modèle économique des banques d'affaires et des banques d'affaires de secondaire. Ouais. Du coup, comment vous vous rémunérez? C'est de la commission, c'est du sell-side fee. Donc on prend un certain pourcentage. Donc en fait, tu dis à ton client, ok, tu me donnes ce mandat pour vendre tes titres. Si j'arrive à faire, en fait, on partage une partie du prix et je prends tel pourcentage. Exactement. Donc on prend une partie du proceed au vendeur. Donc la facture, elle va au vendeur, même si économiquement, c'est un peu l'acheteur qui paye, on va pas se mentir, parce qu'il pourrait payer 4% de moins. Mais c'est comme ça que c'est conçu au départ, comme un service
pour les actionnaires cédants euh, ou les sociétés qui nous mandatent pour le compte de leurs actionnaires. C'est comme ça que c'est orienté. D'accord. Et donc, Et alors toi, du coup, en tant que banque d'affaires, globalement, tu as trouvé ton créneau, tu as trouvé ton terrain, tu as trouvé ta spécialité. Tu disais que c'était difficile de se trouver sa distinguer niche. des autres banques d'affaires, etc. Là, finalement, tu as trouvé euh, ton couloir. Globalement, vous êtes très peu, On a notre ligne de nage maintenant. très peu à faire ça. En Mais alors, Europe, du coup, en Europe, pour le coup, on a identifié personne qui le fait spécifiquement comme on fait. Tu vois, le secondaire direct en venture. euh, Il y a pas mal d'acteurs aux États-Unis, on a 3-4 qu'on a identifiés et avec qui on travaille parfois sur des opérations d'accord. transatlantiques. Mais en Europe, à part Morgan Stanley qui se place sur les très très grosses opérations, tu vois, par exemple, ils étaient aussi mandatés sur Revolut, mais ils étaient mandatés sur Moneybox, Monzo, Tide. Enfin, ils sont assez forts sur le très haut du marché, donc les 500 millions d'euros plus. Mais on va les titiller un peu cette année. Mais alors, moi je m'adresse plus aux banquiers d'affaires, en tout cas pour le moment, pour cette question, je m'adresse pas aux banquiers d'affaires, mais à l'entrepreneur. Du coup, pourquoi, quand tu as Not So Liquid et du coup un boulevard, puisque le marché est énorme, pourquoi tu te dis, bah, je vais aller m'intégrer et faire un process de M&A dans un groupe beaucoup plus grand qui est Bryan Garnier? C'est drôle, parce qu'avec Pierre, on s'est associé à 50-50. Donc on avait décidé d'être à deux, en duo, en binôme, hyper synchronisé, une paire parfaite. Et plusieurs fois, on a eu des opportunités de faire entrer d'autres actionnaires. Il y a les term sheets qu'on avait reçus, les offres d'investissement qu'on avait reçues avant l'été 2021 pour financer le développement de notre produit, qu'on a dû décliner. Ouais, On à l'époque où pivotait. vous aviez plutôt un Et, volet start-up, quoi. et Dieu merci, parce que quand tu as un actionnaire minoritaire qui rentre pour financer un projet, tu es obligé de l'exécuter Ah bah après. ouais, là, je pense que ça aurait été une solution qui t'aurait empêché de faire vraiment ce que tu voulais, quoi. Exactement. Et donc, on a dit non à ce moment-là. En 2022, donc un an plus tard, on rencontre Bryan Garnier, qui nous a racheté aujourd'hui. Et on fait une opération avec eux. Donc, à cette époque, c'était un commanda, une coopération. On travaille à deux sur une opportunité de secondaire, sur une boîte de tech assez sympa. Et ça se passe très bien. Et on observe les complémentarités. On voit que leur approche de banquier, leur workflow sont hyper intéressants pour nous, leur méthodologie. Et eux, ils voient que notre approche spécifique du secondaire, la manière dont on euh, fait notre documentation, dont on appréhende les problèmes, et aussi notre réseau d'investisseurs très spécifique. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas et qu'ils trouvent intéressant. Ils disent, ah ouais, il y a vraiment une ligne de nage spécifique, et ils voient des externalités, des synergies avec leurs autres activités. Ils disent, tiens, ben, nous on est fort en primaire, il y a vraiment une continuité forte entre les deux, mais on est aussi fort en ECM. Donc on met les sociétés, on fait des IPO, on fait des opérations de secondaire sur des sociétés de tech cotées. Clairement, il y a un continuum entre tout ça. Et donc, ils nous font une première proposition. On ne se comprend pas trop et on se dit qu'on préfère rester indépendant. Ah, ils vous ont fait craquer. Un an plus tard, ils reviennent vers nous avec une offre très différente, beaucoup plus ambitieuse. Beaucoup, beaucoup plus ambitieuse. Pas en termes de... Pas le truc actionnaire minoritaire, on fait un board, machin truc. Non, vraiment une offre de rachat, d'intégration. Donc beaucoup plus clair en fait, beaucoup plus lisible. On se dit, voilà, il y a un avant, un après. Il n'y a pas un espèce de truc transitoire entre deux où ils montent progressivement au capital et c'était bizarre. Ouais, Là, c'est ils on y vous va. intègrent complètement. Là, t'as une offre, t'as un prix et ensuite post-prix, on a un salaire fixe, un salaire variable, une deuxième couche de variable, une partie earn-out qui me paraissait dur à actionner, mais Que voilà, vous avez réalisé? bah non, parce que C'est pas encore terminé? en fait, ça va pas se faire puisque Bryan Garnier vient de se faire racheter par Stifel, donc Ok, donc c'est une deuxième intégration. une deuxième intégration, et, euh, et, euh, Et vous avez et- trouvé un arrangement pour... et donc on va trouver un arrangement, mais le earn-out, ça n'arrivera pas, on va pas le convertir en action Stifel, ça va être converti en autre chose. Donc voilà, notre combat, il est plus maintenant de faire cartonner notre business unit, donc de faire en sorte de faire beaucoup d'opérations de secondaire, faire grandir l'équipe. Comment ils ont réussi à te convaincre alors que la première offre, t'avais refusé parce qu'ils voulaient rentrer progressivement au capital? C'était pas une opération Aussi, d'achat intégral? on sortait de la baraka de 2021 et des premières opérations de 2022. On avait beaucoup de cash. Donc là, tu étais On libre, avait, indépendant. on avait enchaîné les opérations. On était à Station F complètement brain par les gens autour de nous qui faisaient des grosses levées de fonds et qui construisaient des licornes. On s'est dit, déjà que maintenant on fait plus une plateforme
de tech, on va pas non plus se laisser embarquer dans un... Et se vendre à un gros et acteur. se vendre à un gros acteur. Et un an plus tard, on avait pas mal mûri, on avait eu des difficultés, des opérations qui s'étaient pas faites, on avait beaucoup moins de cash. Et on s'est dit, ben, c'est quand même pas mal la sécurité. Et la Et aussi, complémentarité. et la complémentarité. Ça, on l'avait déjà vu en 2022, ça, on l'avait reconnu. Mais le côté, on sera aussi en sécurité, on a comment dire, un matelas sur lequel se reposer, et des collègues sur lesquels s'appuyer en cas de problème, bah ça, on l'apprécie beaucoup plus après avoir struggle un petit peu. On avait fait quasiment zéro en début de 2023. Tous les 6 premiers mois, ça n'était jamais arrivé. La bulle totale, alors qu'on avait recruté 3 personnes, qu'on venait de se prendre des bureaux dans le 9e arrondissement en partant de Station F. Puis à ce moment-là, zéro, bulle. Et là, tu t'es dit à un moment. Et c'est pas facile de négocier. Enfin, parce que je sais ce que c'est, je suis entrepreneur aussi, mais à ce moment-là, tu dis, attends, là, j'ai construit un truc et je vais tout perdre. À un moment, tu te dis ça ou mais à chaque fois, j'ai vu trop gros, j'ai été trop vite. On trouve toujours des solutions. Il y avait toujours plein de plans B, il y avait toujours, on pouvait toujours négocier plus de découverts. Oui, enfin, tu te rends compte que le banquier t'avait dit 20 jours, mais 2 mois plus tard, il est toujours OK pour que ça continue, il te fait confiance. Et puis au pire, tu transformes le découvert en dette. Enfin, il y avait plein de solutions. Et au pire, on licencie, on retourne à Station F. Il y avait plein de filets de sécurité, mais qui étaient très, très défensifs. Et tu te dis, j'ai pas envie de ça, et ça peut durer à l'infini. Et surtout, c'est un cercle vicieux. À partir du moment où tu descales, c'est très, très dur de reprendre le chemin inverse. Moi, j'ai des potes qui ont été dans cette situation, c'est un classique de l'entrepreneuriat, qui se sont dit, bon, mes vendeurs, ils sont pas performants, je les vire. J'ai pas besoin de cette admin-là, je vire. Et donc, ils se retrouvent à partir du moment où tu dégonfles la montgolfière, c'est difficile de refaire le chemin inverse. Et tu te retrouves en fait avoir une société qui marche encore, même à petite taille, mais qui devient une rente au mieux. Et c'est très dur de repartir dans le sens, sur lequel tu étais. Ouais. Et donc moi, je me suis dit, bon, on peut faire en mode des rustines jusqu'à ce que ça marche, mais on ne downscale pas. Donc il faut que ça passe. Et l'opportunité Bryan Garnier, elle tombait à ce moment-là. Et je me suis dit, bon voilà, on va avoir notre catalyseur, quoi. Et ça a été payant. Et sur un deal comme ça, il y a une partie cash, donc il y a une partie, tu vends tes actions, c'est-à-dire qu'ils te donnent de l'argent, et il y a une partie apport, j'imagine. Il y a une partie où ils nous donnent du cash upfront. Ensuite, on a un deal. On n'est pas en CDI, on est des contracteurs, mais on a un deal exclusif entre nous, personnes individuelles, Pierre et moi, et la société. Donc avec une partie fixe, une part variable et aussi un cut sur le chiffre d'affaires qu'on génère. Donc ça reste très entrepreneurial dans cette démarche-là. D'accord. Tu vois, parce qu'on est vraiment, on reste sur un hit what you kill, on est autonome et on a un track entre guillemets de ce qu'on réalise. On n'est pas juste en train de contribuer à une espèce d'énorme machine. Tu vois, on n'est pas incentivé sur les bidas de Bryan Garnier par exemple. C'est pas notre combat. Mais t'es devenu actionnaire de Bryan Garnier ? Non. Donc il n'y a pas d'apport de titre en contrepartie de... Non, le earn-out, il aurait pu être fait comme ça, mais voilà, il n'y a plus de titre Bryan Garnier, parce que maintenant c'est dans Stifel, et il n'y a pas de transitivité de notre contrat de earn-out dans ça. D'accord. Pour revenir sur le secondaire, comment tu vois dans les prochaines années l'activité secondaire avec tout ce qui se passe, les actualités, etc. C'est quoi les perspectives de cette industrie ? C'est intéressant, il y a des gros fonds qui sont en train de se lever sur la thématique du secondaire, au sens large. Ardian, ils ont levé un des plus gros fonds ever, un secondaire pas secondaire, de 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars dédiés au secondaire. Dédiés au secondaire. Alors, pas que pour faire du venture, hein. Ils vont en faire un peu. Mais avant ça, tu avais Lexington qui avait levé un fonds de 8,5 milliards. Industrie Venture, ils ont levé un nouveau véhicule à 2. Enfin, il y en a tous les jours. Tous les gros, globalement, ils ont levé des fonds de secondaire. Ça, c'est dans l'actualité, on le voit quasiment quotidiennement, des infos là-dessus. On a une slide avec les dernières levées de fonds de secondaire, et à chaque fois, on est obligé de... Bon, il n'y a plus de place pour eux, ça fait 6 mois quand même. D'accord. Et donc, il y a un vrai trend, une vraie appétence pour le sujet. Donc, tout le monde s'y met à peu près. Tout le monde s'y met parce qu'il y a une opportunité à réaliser. Donc, et qu'il y a une pratique de marché qui s'est mise en place aussi, avec des super exemples. Quand tu fais une opération de secondaire en Revolut, les gens commencent à y croire. Ils y croient clairement. C'est sérieux. Et clairement, en fait, il y avait déjà du secondaire avant qu'on s'y intéresse. C'est évident. Vendre tes titres à un acheteur, on ne l'a pas inventé. Mais le fait de le faire de manière structurée, organisée,
et spécifique. Ça, c'est nouveau. Et qui garantit un certain nombre de choses. Parce que je pense qu'il y a un élément important où tu peux nous apporter quelque chose de fort, c'est que quand tu es un peu insider et que tu as un peu de réseau dans l'écosystème, tu vois, moi, assez régulièrement, on vient me voir en me présentant des opportunités, en me disant tiens, tu veux pas acheter des titres d'OpenAI, Ouais. de telle boîte, etc. etc. Bah, tu vois, c'est alléchant. Moi, on m'a proposé ça il y a 2 ans. Bah, écoute, tu veux y aller, tu vois. Et c'est quoi les conseils que tu donnes à ceux à qui on propose ça? Parce qu'il y a Moi, un enchaînement de SPV. Comment on doit envisager ça? moi, à titre perso, j'investirais pas dans ces. Call David Larocque first. Vous pouvez me demander, avec plaisir, n'hésitez pas. Moi, j'investirai jamais dans une société où j'ai pas d'infos, même si j'adore le nom, même si j'adore le produit, même si j'adore les gens avec qui j'investis. C'est souvent un effet de meute en fait. Tu dis Tiens, telle un personne tel m'a met 1 proposé. million. Bon, je peux mettre 10K, tu vois. Moi, je le ferai pas. Enfin, après, je dis ça et j'avais mis dans le véhicule Stripe que Oussama a détourné. Mais je le Bah, ferai c'est ce qui plus. t'a vacciné. Je le ferai plus. Et non, ce qui m'a vacciné, c'est de me dire qu'en fait, qu'il y a des. Il peut y avoir un cas Oussama qui passe par là, quoi. Ouais, ou qu'en fait, les valorisations équitables, elles peuvent être du simple au double. Tu vois, typiquement, est-ce que la bonne valorisation de SpaceX, c'est 350 milliards ou 100? Je sais pas. Enfin, comment tu sais que c'est un bon prix? Je dis ça parce que on fait une petite opération sur SpaceX maintenant, mais parce qu'on nous a demandé de le faire et qu'on peut. Mais je trouve ça dingue. Moi, je le ferai pas. Jamais je mettrais dans SpaceX comme ça, dans un SPV qui est dans un autre SPV, à une valeur de 350 milliards, sans avoir même le chiffre d'affaires. Je sais même pas si la boîte est saine. Tu vois, ça se trouve, elle a plus de cash. Ça se trouve, Elon Musk, il a tout détourné en mode Oussama. Ouais. Ouais, et puis effectivement, Je trouve ça fou. t'entends un gros nom SpaceX, mais effectivement, tu connais pas la valeur. Et ça, c'est la Ouais. question de la valo qui est claire et qui mérite un vrai travail. Puis Revolut, on avait toute l'info. Revolut, on partageait sous NDA, on faisait très attention, mais on avait fait une note de recherche sur le sujet avec l'équipe de recherche de BG, une note de 60 pages et tout pour que les investisseurs ils fassent leur due deal, tu vois. Et il n'y a personne qui nous faisait une offre juste sur le nom. Et justement, ces mecs-là, ils sont pas au bon endroit en fait. Il y a que des investisseurs professionnels, sérieux, qui font des due deals, qui se placent sur nos opportunités. Enfin, à part sur SpaceX, mais ça c'est vraiment unique et opportuniste. Mais normalement, il faut faire, quand tu veux investir, tu fais ton job d'investisseur et tu fais ta due deal. Tu peux faire une due deal à ton échelle. Par exemple, si tu es un investisseur individuel, tu peux poser des questions à un autre investisseur qui lui l'a fait et voir sa due deal à lui, et voir si elle te convient à toi. Mais être un investisseur passif et va jouer au casino, c'est mieux en fait. Tu vois, c'est pas comme ça qu'il faut traiter l'investissement en startup. Et je pense que ça mérite un peu plus d'efforts et il y a beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent. Pas parce que les boîtes sont mauvaises, mais parce que les setups d'investissement sont shady. Tu vois, typiquement les SPV de SPV, moi je trouve ça fou. Tu sais même pas combien de couches il y a en dessous. Ouais. Il y a des fees à tous les niveaux. Ouais, tu vas sais même pas ce qui va te vraiment, rester. tu Ça vas se vraiment trouve, à la la boîte, elle confiance. va T'as raison, c'est le casino. si ça se trouve, SpaceX, ça va valoir 1000 milliards dans 2 ans, ce qui n'est pas du tout impossible. Mais quand on va déboucler les trucs, il restera rien avec tous les fees à tous les étages. Exact. C'est trop opaque. Moi, je le ferai pas. Ok, intéressant. En tout cas, c'est un bon message de prudence que tu nous envoies. Ouais. Pour terminer, parce que le temps passe, Ouais. si tu regardes un peu sur ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce que tu te dirais parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu es né en Nouvelle-Calédonie et tu es J'ai arrivé oublié. à Paris. C'est quoi le regard et le chemin parcouru et quels sont les enseignements que tu tires sur ton Ouais. parcours d'entrepreneur? Non, c'est vrai que je suis arrivé en métropole, donc en France à 18 ans. Donc j'ai fait mes études à Paris, puis après à Lille, puis à Nice. Je fais une école de commerce, je fais l'EDEC. Après, j'ai très vite basculé dans la finance parce que mon père faisait de la finance en Nouvelle-Calédonie, ma mère aussi, et je me sentais attiré par ça. L'entrepreneuriat, je suis tombé un peu dessus par hasard. C'est surtout parce que je voulais m'associer avec Grégory à l'époque, qui était mon maître de stage à l'époque chez Rothschild. Et je me sentais honoré qu'il veuille accomplir quelque chose avec moi. Et je sentais qu'il y avait un bon angle. Moi, je pense qu'il faut oser. En France, en plus, c'est très facile d'entreprendre. C'est dur de faire grandir une entreprise parce que ça devient très vite très cher. Mais créer une entreprise, c'est assez facile. Il y a plein d'aides. Et même notre Soliquid, nous, on a eu des bourses French Tech. On a eu l'opportunité de la station F pour rien.
On a eu énormément de soutien voilà, du système public pour créer. Donc je pense qu'il faut oser, il faut commencer. Après, c'est dur de scaler, mais je pense qu'il faut prendre le risque aussi d'investir, même si ça coûte cher d'avoir des CDI. Je pense qu'il faut prendre le parti de le faire parce que ça permet de... Ça consolide la valeur aussi. Exactement, ça consolide la valeur et ça permet de passer aux étapes suivantes. Sinon, on peut être bloqué très longtemps à un palier. Il faut faire attention quand on lève des fonds. Il faut prendre des fonds que si on en a besoin parce que ça peut être assez punitif après. On peut être bloqué sur des trajectoires auxquelles on ne croit plus ou auxquelles on ne croit pas parce qu'on peut nous imposer des visions ex post. Être entrepreneur, c'est une très belle voie. Mais ça peut être aussi très bien de faire ça dans un grand groupe. Tu vas être intrapreneur. Enfin, c'est un mindset, je pense, plus que juste un état de fait. Et il faut pas hésiter à faire des pivots radicaux. Par exemple, toi, finalement, tu t'es fait racheter par la boîte dans laquelle tu rêvais de bosser, non? C'est drôle parce que Brian Garnier, non pour le coup. Mais c'est vrai que Stifel, j'avais passé des entretiens après mon MBA et je voulais passer aux États-Unis et bosser pour eux et ça s'était pas fait, tu vois. Donc je voulais faire mon summer. Ouais, je m'étais planté, j'ai été nul. Je devais faire un summer internship entre les 2 années du programme de MBA chez Stifel. Enfin, Non, j'ai passé des entretiens pour ça et je me suis vautré. Et c'est drôle de me dire qu'il y a un truc de full circle qui, 8 ans plus tard, la boîte qui m'a racheté se fait racheter par Stifel. Je fais tiens, maintenant si je vais aux États-Unis je peux. Bon, je vais pas le faire, mais la boucle est bouclée. Donc je me dis tiens, mais quel grade j'aurais si j'avais fait la trajectoire normale en fait chez Stifel. Pas très loin, mais je sais pas si je serais managing director de Stifel là aujourd'hui si j'avais pris le parti de faire ce summer intern et que j'avais pris l'offre après. Un bon hack en tout cas. Ouais, voilà, c'est drôle. Donc monter des boîtes, ça peut être sympa pour accélérer aussi sa carrière. Mon associé, il est beaucoup plus jeune que moi, il a 33 ans et il est aussi managing director. Et c'est un des plus jeunes de la banque et maintenant c'est un des plus jeunes du groupe financier qui nous a racheté. Mais il le mérite. Enfin, on a bossé dur et on a pris des risques. Et surtout, on est sur une bionnage qu'on est les seuls à maîtriser en ce moment. Après, je pense que tout le monde va se ruer dessus avec les annonces qu'on va faire. Mais pour l'instant, on est en avance. Bon, on a hâte de suivre ça. En tout cas, merci beaucoup pour l'échange. Franchement, super intéressant. Je pense qu'on a évoqué un sujet que beaucoup de personnes entendent parler, mais qu'ils ne connaissent pas dans le détail comme on l'a évoqué aujourd'hui. J'espère que ça a intéressé beaucoup de gens. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé. On en discutait énormément ensemble et du coup, je suis ravi qu'on ait pu faire cet épisode ensemble. Tu es dispo sur les différents réseaux, LinkedIn, etc. Je suis très responsive sur LinkedIn. Je vais jamais sur Twitter, donc c'est pas la peine de m'écrire là-bas. Ah ouais. Non, mais LinkedIn c'est mon réseau. Ok. Et tiens, pour bosser, c'est parfait. Tu vois, c'est comme ça que je contacte les CEO de scale-up ou les gros investisseurs qu'on sollicite sur secondaire, c'est via LinkedIn. Tiens, dernière question qu'on pose souvent à nos invités. Est-ce que tu aurais un entrepreneur ou quelqu'un à nous présenter qui pourrait passer dans ce podcast et dont tu penses qu'on pourrait faire un super épisode? Moi, j'ai déjeuné avec lui hier. J'aime beaucoup Damien Morin. D'accord. Damien Morin, c'est le fondateur à l'origine de Save. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il a créé ça à 23 ans il est tout de suite devenu iconique. Il a levé beaucoup de fonds pour Save. C'était les réparations, c'était les stands de réparation d'iPhone, c'était une centres commerciaux. Il était en couverture de Forbes, Le Prodige, lève 15 millions, machin truc. Et 8 mois plus tard, faillite de Save, catastrophe et tout. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui s'est passé après. Et je trouve que c'est plus intéressant que la partie Save puis Failure. C'est qu'en fait, il a redressé la barre de Save. Tu vois, il a arrêté de communiquer, d'être hyper visible. Il a juste fait en sorte que le truc devienne rentable. Il a réussi à l'exit. Et là, il a créé une nouvelle société avec un schéma de pensée complètement différent de ce qu'il avait voulu faire pour Save. Obsession de l'hypercroissance. On mesure rien, on calcule rien, on fait confiance. Là, Mobile Club, ce qui est sa nouvelle boîte, c'est géré c'est une exécution impeccable. C'est financé très très différemment. La boîte, elle a de la croissance, mais rentable. Et beaucoup moins de show-off, beaucoup plus de pertinence et d'exécution. Et je trouve que c'est un mec que j'admire, qui mérite d'être écouté, que j'admire beaucoup. Eh bien Damien, on t'enverra une invitation très prochainement. Allez, merci à toi, à bientôt. Parfait, merci beaucoup.